Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Stephen Dreyfus, qui est l'ancien président de l'Union internationale des avocats et qui est américain. Nous risquons donc d'avoir quelques propos provocateurs, s'il est possible, avec droit de réponse, si possible. Merci. Bien qu'américain, j'avais préparé mes propos en français, si ça ne vous gêne pas. Je voulais juste vous dire que je suis l'espèce rare qui est avocat qui exerce actuellement et aussi ancien procureur, chose qui est courante chez nous mais assez rare en Europe. J'aimerais aborder et peut-être vous provoquer sur certaines questions dont tout le monde paraît avoir été d'accord aujourd'hui. Donc on parle de l'indépendance de la justice. C'est une très belle expression qui comporte ces deux mots, on ne peut plus louables, indépendance et justice. Qui pourrait être contre cette idée noble? Mais attendons un moment pour la décortiquer. Qui dit indépendant dit aussi non redevable. Une justice indépendante n'a donc aucun compte à rendre à aucun pouvoir politique. Encore une bonne chose, me direz-vous. Sauf que, dans une démocratie, c'est qui le pouvoir politique? Pas moins que ce qui résulte de l'expression la plus fondamentale de la République, la voie électorale. Alors que cette justice indépendante, elle n'a été élue par personne. Donc, quand on dit justice indépendante, on parle d'une autorité judiciaire non élue qui n'a pas de compte à rendre ni à la représentation nationale, ni au président de la République qui, eux, ont bien été élus par le peuple. Vu de cette optique-là, est-ce toujours aussi étonnant qu'on parle parfois chez nous, comme chez vous, dans vos divers pays, d'une tyrannie judiciaire? Entre nos pays, surtout les pays civilistes par rapport aux droits du common law, il y a quand même des différences dont il faut tenir compte. Tout d'abord, certains ont beau appeler nos magistrats américains des tyrans, au moins à distinction de vos procédures, de vos procureurs qui sont des magistrats, nos juges ne décident pas de l'opportunité des dossiers qui sont appelés à juger. Car seuls ceux que vous appelez dans les pays civilistes les juges du siège ont droit chez nous à la qualité de magistrats. Nos procureurs, en revanche, ne sont pas magistrats. Ils sont des avocats fonctionnaires. Du coup, ils font partie de l'exécutif, pas du judiciaire. Ce principe a une incidence plus importante que vous auriez pu imaginer. En tant qu'avocat et ancien procureur américain, j'ai été personnellement choqué de constater, lors de ma première entrée dans une salle d'audience pénale à Paris, que le procureur est assis à l'estrade, alors que l'avocat et son client sont assis plus bas, au niveau du public. Pour vous, cela est peut-être tellement habituel que vous n'en faites pas grand-chose. Mais pour nous, c'est profondément choquant et nous amène à nous poser des questions sur l'égalité des armes en France. Le principe est fondamental en droit anglo-américain et sa plus élégante expression était dans la célèbre décision de la Cour du King's Bench en Angleterre dans l'affaire pénale Leroy contre Sussex Justices. C'est une décision de 1923. La Cour devait décider si le fait que l'assistant au juge, à l'insu de tous, faisait partie du cabinet de solliciteurs qui avait assigné l'accusé au civil pour les mêmes faits, nécessitait que la condamnation pénale soit cassée, même si tous les juges ont attesté qu'ils n'ont pas discuté avec l'assistant avant de rendre leur décision. La Cour a dit, et je cite, « Il n'est pas seulement important, il est fondamental
que non seulement la justice soit faite, mais qu'elle soit manifestement et indubitablement vue d'être faite. Or, mettez-vous à la place de l'accusé qui arrive à la salle d'audience et constate que le procureur qui l'accuse est assis plus haut que lui, presque aussi haut que le juge qui décidera de son sort, et qui apprend ensuite que le procureur et le juge font partie du même corps, ont parfois leurs cabinets au même étage, déjeunent ensemble, se fréquentent facilement hors salle d'audience, même s'ils sont, et je souligne, même s'ils sont tous les deux scrupuleux de s'abstenir de toute discussion du dossier hors séance, et même si leur relation n'a aucune incidence réelle sur la décision du juge du siège, pourrez-vous dire en âme et en conscience que non seulement la justice a été faite, mais qu'elle a été manifestement et indubitablement été vue d'être faite? Il est permis d'en douter, parce que c'est quand même l'impression que se fait le public, le justiciable de notre système de justice, qui est la raison pour laquelle nous existons tous, quelle que soit notre qualité, que nous soyons avocats, magistrats, fonctionnaires, on est là pour servir le public. Et pourtant, j'ai entendu dire que quand on était en train de concevoir le nouveau palais de justice de Paris, on m'avait dit que le barreau de Paris a bien demandé que dans ce nouveau palais, les avocats et les procureurs siègent au même niveau pour donner l'exemple de l'égalité des armes qui devrait y régner et qui a eu une fin de non-recevoir catégorique de la part du ministère de la Justice. Je dirais tout simplement que, à distinction de la situation en France où les procureurs sont des magistrats, aux États-Unis, ils sont des avocats fonctionnaires qui font partie de l'exécutif. En effet, l'article 2, section 3 de la Constitution américaine exige que le président des États-Unis, et je cite, « prenne soin que les lois soient fidèlement exécutées ». Fin de citation. Par conséquent, la loi fédérale qualifie le département de la justice de département exécutif et nomme l'attorney général à la tête du DOJ. Donc, selon la loi fédérale, la fonction de l'attorney general, membre du gouvernement, nommé par le président et confirmé par le Sénat, et qui supervise tout contentieux auquel les États-Unis ou une agence ou un officier des États-Unis sont partis et dirige tous les procureurs fédéraux dans l'exécution de leurs devoirs respectifs. Or, il en résulte que c'est l'exécutif, redevable devant l'électorat, qui est responsable de la politique de poursuite des procureurs fédéraux et même de l'exercice de la discrétion du procureur dans les cas précis, même s'il y a une tradition, et ce n'est pas plus que ça, car il n'y a pas de texte pour la garantir, une tradition de l'indépendance du DOJ par rapport à la Maison-Blanche. Mais quand même, le président des États-Unis conserve l'ultime pouvoir d'embauche et de virement de tout fonctionnaire, y compris les procureurs. Théoriquement, donc, il pourrait imposer une décision de poursuite dans un cas précis en vidant tout procureur qui refuse de l'effectuer. Mais la facture politique en serait extrêmement salée. C'est pourquoi il nous semblait nécessaire d'anticiper des situations où le conflit d'intérêts du président est tel que même son pouvoir théorique de diriger le travail des procureurs fédéraux est inadmissible. Aux États-Unis, on a abordé cette question lors de la crise constitutionnelle provoquée par l'affaire Watergate en 1973-74 pendant la présidence de Richard Nixon. Je ne vais pas rentrer en détail parce que l'heure est tard, mais tout simplement, on a considéré, parce que comme le président était en cause, il fallait qu'il y ait un procureur indépendant pour faire l'enquête. Le président, quand le procureur fédéral a exigé la communication par la Maison-Blanche des enregistrements de toutes les réunions qui ont eu lieu dans le bureau ovale, le président, au lieu de communiquer, comme les cours avaient confirmé cette demande, le président a vidé
a viré le procureur spécial. Il a demandé à son attorney general de le faire. L'attorney general a démissionné. Ensuite, il a demandé à l'adjoint de l'attorney general à le faire. Celui-ci aussi a refusé et a démissionné. Et finalement, le troisième en ligne s'est plié aux demandes du président et a viré le procureur spécial. La tollée en était telle que dans les 30 jours qui suivaient, il a été obligé de renommer un autre procureur fédéral, procureur spécial, parce que politiquement, le Congrès était en train de le destituer, le président. Et 30 jours après, le président a donné sa démission. Alors après, on a établi un poste permanent de procureur indépendant, mais on a constaté, et c'était inattendu, que celui-ci devenait, au fur du temps, une véritable quatrième branche du gouvernement fédéral. Non pas législatif, exécutif et judiciaire, mais quatrième special prosecutor, qui en pratique s'échappait à toute limite. Bref, une justice trop indépendante, car non redevable à quiconque. Donc, quelle surprise, une loi qui était votée pour éviter que l'exécutif dirige les enquêtes le concernant, sombre à cause d'un procureur tellement indépendant qu'il s'échappe à tout contrôle et n'est responsable ni redevable à personne. Ce qui nous amène, et j'en finirai là, au président actuel, M. Trump, et l'enquête du Robert Mueller sur l'ingérence russe à la présidentielle américaine de 2016. Quand le Congrès, en 1999, a laissé expirer la loi autorisant le Independent Counsel, le DOJ a procédé à la promulgation de quelques règlements intérieurs pour encadrer l'éventuelle nomination et action d'un Special Counsel nommé par et redevable à l'Attorney General quand l'enquête concernée présenterait un conflit d'intérêt pour le DOJ ou pour d'autres circonstances spéciales. Le champ d'activité du Special Counsel est établi par l'Attorney General et il peut être vidé seulement par l'Attorney General personnellement et uniquement pour cause de malfaisance, non-faisance en dérogation de son devoir, incapacité, conflit d'intérêt ou d'autres causes réelles et sérieuses, et son renvoi doit être motivé par écrit. Mais sinon, le Special Counsel est libre. Il peut embaucher des assistants, ce que Mueller a fait parmi les meilleurs procureurs fédéraux du pays. Et à part les délits relevant des faits spécifiques que l'Attorney General a autorisé à examiner, le Special Counsel est compétent d'enquêter et de poursuivre des délits commis pendant et avec l'intention d'interférer avec son enquête, telle la parjure, l'obstruction à la justice, la destruction des preuves et l'intimidation des témoins. Ce que Mueller a déjà fait avec les mises en examen de l'ancien conseiller de Trump à la sécurité nationale et de plusieurs autres personnes, notamment pour parjure. Jusqu'à présent, il a accusé 19 personnes, dont 13 Russes et 4 membres de la campagne Trump, le plus souvent de parjure ou d'association de malfaiteurs, mais également de fraude bancaire, trafic d'identité ou fraude fiscale. 5 personnes ont plaidé coupables jusqu'à présent et on présume qu'elles travaillent désormais en coopération avec les équipes de Mueller dans l'espoir d'alléger leur sentence. Mais jusqu'à présent, aucun lien direct avec le président n'est établi. On dit qu'il y a quelques mois, le président Trump songeait à ordonner que l'Attorney General adjoint, puisque l'Attorney General lui-même s'est recusé, renvoie Mueller. Son conseil à la Maison-Blanche aurait menacé de démissionner si le président Trump le faisait, et Trump se serait désisté. Depuis, il y a des rumeurs régulières du souhait de Trump d'arrêter l'enquête de Mueller en le renvoyant, mais ses conseillers l'assurent que, comme Nixon, un tel acte entraînerait des démissions en série et un éventuel vote, même par la Chambre à majorité républicaine, d'une résolution de impeachment, de destitution. Voici donc où nous en sommes.
Le Special Counsel est indépendant du contrôle de l'exécutif, même si ce dernier conserve le droit de le renvoyer. Mais ce sont chez nous les pressions politiques plutôt que les obligations juridiques qui pèsent tellement lourdement sur le président Trump que de rendre à présent au moins le renvoi de Mueller politiquement intenable. Donc tout ça pour vous expliquer qu'il y a plusieurs solutions pour arriver à une bonne administration de la justice pénale et qu'il n'est pas hors question que, pour reprendre la structure dessinée par Montesquieu, il n'est pas hors question que le législateur fait des lois, l'exécutif les exécute et le judiciaire juge leur application sans mouler les genres. C'était ce que je voulais vous dire. Merci. Oui, mais merci, Maître Dreyfus. Juste en vous disant que c'est dommage que nous n'ayons pas le temps de faire un débat sur la légitimité des procureurs. Il y a beaucoup à dire, mais juste, vous aurez peut-être une chance quand même. En France, non pas métropolitaine, mais outre-mer, dans la Cour d'appel de Fort-de-France, le parquet général, moi, personnellement, je ne trouve pas que ce soit une bonne chose, est au même niveau que l'avocat. Donc vous pouvez aller plaider à Fort-de-France.